Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Face à une crise du recrutement et des vocations sans précédent, l'éducation nationale se retrouve à un tournant critique. Alors pourquoi ça coince et comment repenser la vie au travail des enseignants? On en parle en quelques minutes avec nos invités. Comment aborder aussi le sujet si douloureux du suicide chez les jeunes? On verra cela avec Marjolaine Solaro, l'autrice, et son dernier ouvrage « Dans l'obscurité scintillent les fragiles étoiles ». Ce sera en seconde partie d'émission. Puis Loïc Landreau rendra hommage à Akira Toriyama, le créateur de la série Dragon Ball. Mais avant cela, on va retrouver Loïc pour l'actualité en bref. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, la cérémonie annuelle en hommage aux victimes du terrorisme qui s'est déroulée ce matin à Arras. Une ville désormais tristement liée à l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard, c'était le 13 octobre dernier. Cette cérémonie d'hommage à toutes les victimes du terrorisme a été créée en 2020. Elle s'est toujours déroulée aux Invalides à Paris et c'est la première fois qu'elle est délocalisée. Une façon pour le gouvernement de marquer son soutien à la communauté enseignante. Alors concrètement, dès 8h30 ce matin, le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu au lycée Gambetta pour rencontrer les élèves de Dominique Bernard, évidemment toujours choqués par ce drame. Il a ensuite remis les insignes de la Légion d'honneur aux 5 personnes de l'établissement qui sont intervenues le jour de l'attentat. Et puis la cérémonie s'est déroulée à la citadelle d'Arras avec d'abord la lecture d'un texte en mémoire de Dominique Bernard lu par l'un de ses collègues et un de ses élèves. Ta silhouette, je la vois sur le perron du lycée Gambetta. Quand nous arrivions ensemble pour aller enseigner et que nous gravissions ces quelques marches, alourdis par nos sacs, nos copies, nos livres et nos idées. Alourdis, mais tellement légers. Parce que toi et moi allions faire ce que nous aimions, ce pourquoi nous étions taillés, élevés. Ta silhouette, je la vois dans la salle des profs. Je vois ta chemise, toujours, le gobelet que tu tiens, ton sourire malicieux parce que tu as un truc marrant à dire. Il était difficile de ne pas s'approcher, de ne pas t'écouter, de ne pas se laisser ravir par un conseil de lecture, une anecdote, un rien, un tout. Puis ce fut au tour d'Anis, 14 ans, élève de Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Il se souvient de cette rentrée des vacances de la Toussaint entre angoisse et tourbillon médiatique. Nous nous souvenons tous de ce retour en classe difficile, avec les caméras braquées sur nous, des journalistes qui nous couraient après pour essayer de nous parler. Et il y avait des policiers tout autour de notre collège. Ils le barricadaient et fouillaient tous nos sacs. Certains se pensaient dans un film de science-fiction et d'autres trouvaient que les médias avaient volé notre collège. Je me souviens, ce n'était pas une année comme les autres. De nombreux professeurs sont partis et d'autres se sont absentés pendant un long moment. Au sein du collège, nous commémorons la mémoire de Monsieur Paty en maintenant par exemple la journée médiévale qu'il organisait chaque année. Gabriel Attal est ensuite monté vers la tribune. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de continuer de défendre l'école contre tous ceux qui la menacent. Ici, à Arras, comme quelques années plus tôt à Conflans-Sainte-Honorine, contre Samuel Paty, c'est à l'école que le terrorisme s'en est pris. Ce choix n'a rien d'un hasard. L'école, c'est ce qui élève. C'est ce qui donne les clés de la connaissance et du savoir. C'est là que le respect s'inculque et que la liberté se comprend. C'est à l'école que l'on découvre l'évasion, l'ouverture au détour d'une ligne d'un roman, d'un vers d'un poème, d'une réplique de théâtre. C'est là que l'on apprend à connaître notre passé et en tirer toutes les leçons pour l'avenir, en parcourant une à une les périodes de notre histoire. C'est là que la logique et les raisonnements se forgent avec le maniement des chiffres. C'est là que l'on remet en cause ces idées reçues au contact des auteurs et des textes de notre philosophie. Les terroristes détestent l'école, c'est normal. L'école est la meilleure arme pour les combattre. L'école est notre plus grande force pour bâtir un avenir de concorde, de civisme, de paix et de respect.
Et puis dans l'après-midi, à l'initiative de la ville d'Arras, un temps de réunion et de recueillement a été organisé au pied de la plaque du Beffroi en hommage aux victimes du terrorisme. Un événement d'autant plus important dans un contexte où les menaces contre les personnels enseignants se multiplient. Rappelez-vous, le 28 février dernier, le proviseur d'un lycée parisien a demandé à 3 élèves de retirer leur voile à l'intérieur de l'établissement. L'une d'entre elles a décidé d'ignorer cette demande, provoquant une altercation. Et bien depuis, ce proviseur fait face à une vague de menaces de mort ininterrompues sur les réseaux sociaux. Hier, le président du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, Bruno Bobkiewicz, était l'invité de Focus Dimanche sur RTL. Et pour lui, la notion de laïcité n'a plus de sens pour les jeunes aujourd'hui. Il y a un travail pédagogique qui est fait par les enseignants sur ces questions, que ce soit en collège ou en lycée. Donc ce travail est fait. Après, c'est une question d'acceptation. Et on voit bien qu'à travers les sondages récents encore, une grande partie de la jeunesse rejette ce principe aujourd'hui et trouve ça anormal que dans un établissement scolaire, on ne puisse pas porter de signes religieux. C'est déjà le cas à l'université. Ouais. Et les jeunes ne comprennent pas, ou en tout cas refusent cette idée et souhaiteraient que ce principe ne s'applique pas. Et il souligne, comme beaucoup d'autres observateurs d'ailleurs, le rôle extrêmement nocif des réseaux sociaux sur ces questions, comme sur beaucoup d'autres. On le voit, on a de nombreux problèmes qui dégénèrent sur les réseaux sociaux, de conflits entre élèves, de situations de harcèlement. Et de cyberharcèlement. Complètement. Donc c'est vraiment pour nous un souci majeur. On a un gros travail qu'on avait déjà évoqué quand on avait traité effectivement les sujets de harcèlement. Un gros travail à faire sur la prévention en ce qui concerne les outils numériques et les réseaux sociaux en particulier. Mais c'est difficile parce que c'est très peu régulé. Et les parents ont du mal d'ailleurs à réguler eux-mêmes la place de leurs enfants sur ces réseaux-là. Bruno Bobkiewicz qui rappelle que l'assassinat de Samuel Paty a commencé dans les mêmes conditions et que malheureusement les situations se reproduisent avec un grand sentiment d'impuissance. Merci beaucoup Loïc. Salaire trop bas, conditions de travail éprouvantes, morale en berne, perte de sens. Devenir enseignant fait de moins en moins rêver. Alors où le gouvernement redouble d'efforts souvent contestés, on va s'interroger dans le Grand JT sur l'attractivité du métier de prof avec nos 2 invités. Crise du recrutement, conditions de travail, remplacement des absences, violences au quotidien. Évidemment, comment améliorer la vie des enseignants? On va en parler avec nos 2 invités. Juliette Beaufour, bonjour. Bonjour Virginie. Vous êtes directrice secteur public France chez Indeed. Et Gérard Pignol, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes ancien principal d'un collège à, redites-moi le nom de la ville. À Oulin. Voilà, Oulin, près de Lyon. Vous avez été aussi candidat à l'élection présidentielle en 2022. Ce petit récit qu'on retrouve ici, Gérard Pignol, présidentielle 2022, candidat un truc de fou. Oui, ça j'imagine. Oui, je crois que l'expression est bien trouvée, si je puis dire. J'étais donc un tout petit candidat parmi les petits candidats, voilà. Mais bon, une expérience, j'imagine, très forte qu'on peut retrouver effectivement dans ce livre-là. Aujourd'hui, on parle de l'attractivité du métier d'enseignant. Heureusement, beaucoup d'enseignants sont encore ravis et heureux de faire ce métier. Évidemment, les vocations sont là, mais on voit bien, on l'a vu au fur et à mesure de ces différentes émissions qu'on a faites ici sur School TV chez tous mes confrères, la crise est malheureusement là. Un professeur devant chaque élève, c'était l'engagement du chef de l'État l'année dernière, c'était, il me semble, à l'été 2023. La crise du recrutement n'est pas nouvelle, mais elle s'aggrave. Est-ce qu'on est dans une situation, Juliette Beaufour, qui est très inquiétante pour la rentrée 2024, c'est-à-dire pour septembre? Alors oui, le constat est que on manque de professeurs pour l'éducation nationale. Donc c'est pour ça qu'on parle de crise de vocation, de crise de recrutement à proprement parler. C'était 4000 professeurs manquants en 2022, près de 3000 en 2023. Et la tendance pour 2024 laisse à penser qu'on ne remplira pas les classes en 2024. Néanmoins, on a quand même de bonnes attentes,
De bons espoirs. De bons espoirs, en effet, si on regarde de près la copie, donc, et qu'on se rend compte qu'on a des éléments positifs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour mieux recruter, je l'espère, cette année. On va dresser un constat global, si vous le voulez bien. Vous avez donc réalisé, Juliette Beaufour, pour Indeed, un sondage avec OpinionWay sur la crise de vocation des enseignants. C'est un sondage qui date d'octobre 2023, mais qui est tout à fait encore présent et d'actualité. Il y a beaucoup de thèmes dont on a parlé, qu'on a évoqué, que j'ai cité en tout début d'échange. J'aimerais bien qu'on parle de ce moral en berne que l'on ressent aujourd'hui chez les enseignants. Je disais, vous avez quitté effectivement l'établissement en 2006, mais vous êtes resté combien de temps principal de ce collège, enfin chef d'établissement? Alors, après avoir été professeur d'éducation musicale pendant quelques années, donc je suis devenu principal de collège, je suis resté une trentaine d'années chef d'établissement. Et bien évidemment, j'ai vu l'évolution du métier d'enseignant, puis du métier aussi de chef d'établissement. On n'en parle pas, mais vous savez, si je puis dire, il faut s'accrocher avec toutes les responsabilités qu'il y a. Et effectivement, l'actualité fait qu'on peut se poser beaucoup de questions. Et surtout, il faut agir. Maintenant. Agir maintenant, ça fait longtemps qu'on le dit. Tous les ministres qui sont succédés à l'éducation l'ont dit. Proposer beaucoup de choses, beaucoup de mesures, beaucoup de plans d'action. On va parler notamment du pacte enseignant qui vous est cher, évidemment, notamment vous, Gérard Pignol. Mais j'aimerais qu'on puisse parler justement de ce moral. Le moral des enseignants, des principales de collèges, des chefs d'établissement est en berne. Grâce à ce sondage OpinionWay pour Indeed, on le voit, 95% des enseignants se sentent fatigués. Fatigués, ça veut dire épuisés moralement. 73% disent qu'il leur arrive de perdre patience en classe. 57% se disent dégoûtés par leur travail. C'est une situation que vous avez connue déjà, vous, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans? Certainement pas. Certainement pas. Les choses ont malheureusement mal évolué. Mais vous savez, vous parlez de découragement et autres des enseignants. Moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, ils restent optimistes. C'est-à-dire qu'ils demandent qu'une chose, enfin quelques petites choses pour repartir. Il faut pas croire que c'est fini pour eux. Franchement, c'est une question d'état d'esprit. Je dirais qu'il faut il faut redonner l'envie de devenir professeur, et à ceux qui sont professeurs, redonner l'envie de le rester. Un métier qui a à ce point changé quand même, selon vous, Juliette Beaufour, c'est-à-dire que quand je reprends les chiffres qui, donc, je le rappelle, viennent de ce sondage qui a été fait pour Indeed, quand je vois les chiffres, 95% des enseignants qui se sentent fatigués, je veux dire, c'est terrifiant. C'est terrifiant, en effet. Je pense qu'il y a plusieurs raisons derrière tout ça, et c'est ce qu'on a essayé de comprendre aussi à travers cette étude. Quand on entend qu'en plus de ces chiffres, on en a près d'1 sur 2 qui se sent presque en burn-out. La situation, elle est presque physiquement grave. En fait, derrière, on se rend compte qu'il y a un manque d'accompagnement, un manque de soutien vis-à-vis de ces enseignants, de la part de leur hiérarchie, mais aussi en interne dans leurs établissements, puisque aujourd'hui, il manque des assistants scolaires, il manque un certain nombre d'adultes aussi qui contribuent directement à ce bien-être au travail. Et donc, voilà, on pourra revenir dessus, mais donc il y a beaucoup d'éléments de fond qui justifient ces changements, je pense aussi, d'état, d'être des enseignants. Ne pas être épaulé, ne pas être soutenu, c'est aussi un sentiment que vous avez partagé avec absolument. Vous continuez aujourd'hui, absolument. Gérard Pignol, parce que vous avez arrêté certes en 2006, mais vous n'avez jamais arrêté d'être proche de ce sujet de l'éducation qui vous est cher, puisque vous avez proposé un projet, justement, dont on va parler après, mais concernant le pacte enseignant. Oui, alors je dirais qu'ils sont fatigués, mais encore une fois, avec l'espoir que la fatigue s'en aille. Bon, pour moi, il y a ce que j'appelle l'ARC. A comme autorité, R comme respect, et C comme considération. Quand on leur redonnera ça, je peux vous garantir qu'ils ne seront plus fatigués. Oui, parce que 48% disent qu'ils, en fait... ils se sentent utiles. Oui. Alors, on peut se réjouir, parce que finalement, c'est le pourcentage le plus fort concernant les données, mais ça reste que moins d'1 sur 2 qui se sentent utiles. Tous les jours, 94% néanmoins, quand même régulièrement. Ah pardon, je vous reprends, mais excusez-moi, la formulation n'est pas celle-ci. Dans votre métier, vous arrive-t-il de
vous sentir utile. Donc vous arrive-t-il, c'est même pas tous les jours. Alors, donc en effet, c'est pire. Je reprends, donc j'ai peut-être une interprétation des chiffres un peu différents, mais donc si on parle en réalité, en effet, 48% qui se sentent utiles, c'est que, bon, on a un point d'ancrage déjà pour essayer de revaloriser la profession, mais néanmoins, ça reste aussi critique à ce niveau-là. Est-ce que c'est valable aussi bien pour le public que pour le privé ? Alors, en proportion, on est dans une situation un peu moins grave dans le privé, mais on est sur la même sentiment, enfin la même perception de négative, hein, on va dire, à l'égard de l'exercice de la profession d'enseignant. Maintenant, il y a une chose qu'il faut quand même regarder, c'est que 85% des établissements privés sont sous contrat, et donc les enseignants sont des enseignants de l'éducation nationale. Donc ça peut être hyper intéressant de regarder ce qui finalement fait la différence entre les deux types d'établissements, qui sont pour beaucoup l'organisation. Et donc là, on peut avoir des éléments de réponse peut-être aussi en faveur de l'éducation nationale. Gérard Pignol, un point là-dessus. Public et privé, je dirais même combat. Pour faire en sorte que chaque élève puisse, je dis bien chaque élève, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, chaque élève puisse être pris en charge et arriver au niveau qu'on attend. Alors, vous savez, le collège, j'en profite, le collège accueille tous les élèves en 6e, et à la fin de la 3e, il doit amener chaque élève à un niveau suffisant pour rentrer au lycée. C'est quand même un chemin long et ardu à parcourir. Bien sûr. Il y a 4 ans déjà, Gérard Pignol, vous lanciez une pétition pour que la question justement du remplacement des professeurs soit inscrite au Grenelle des professeurs, annoncé par Jean-Michel Blanquer à l'époque. Depuis, on a eu quelques ministres de l'Éducation, mais Jean-Michel Blanquer a marqué notamment avec l'avenue de Parcoursup. Donc il était ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Est-ce qu'il y a eu des suites justement à votre demande, à votre pétition ? Alors, il n'y a pas eu de suite, et je le regrette beaucoup, ce qui ne m'a pas empêché donc de continuer le combat pour le remplacement. Je précise, il s'agit avant tout des remplacements de courte durée, c'est-à-dire des remplacements d'au moins de 15 jours, mais le pacte enseignant oublie une chose, qu'il y a également les absences de très courte durée, une demi-journée, une journée. Le professeur est absent le lundi matin à 8h. Personne pour le remplacer. C'est donc sur cette question que je me suis penché. Oui, d'ailleurs, la réalité, c'est quoi quand on est chef d'établissement ? C'est qu'effectivement, vous avez raison, à 8h du matin, le professeur de maths de 4e 2 est absent. Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les options qui Alors, les options, écoutez, il y en a deux. Soit la permanence, soit l'élève rentre chez lui. C'est très limité, c'est complètement inadmissible. Et un chef d'établissement, pourrait éventuellement faire cours aussi à la place d'un professeur ? Non, pour diverses raisons. D'abord parce que on n'est certainement pas apte à enseigner toutes les disciplines, c'est une évidence. Et puis chacun dans son rôle. Effectivement. Alors, apte à enseigner toutes les disciplines, c'est aussi une question, puisque lorsqu'on est remplaçant justement de courte durée, est-ce qu'on se doit de pouvoir justement être remplaçant de plusieurs disciplines ? Alors, là vous arrivez à mon projet, si je puis dire. Quand on parle de remplaçant, moi je parle de remplaçant dans l'établissement même. Et donc, il faut, on le disait tout à l'heure, être attractif vis-à-vis des enseignants. Donc la première proposition que je fais, c'est de créer l'HER, c'est-à-dire l'heure d'enseignement de remplacement. Non pas une heure supplémentaire comme le pacte enseignant, et cette HER serait prise en compte pour la retraite, soit avec une retraite majorée, soit en cumulant les heures effectuées, un départ à la retraite anticipé. C'est vraiment la reconnaissance du remplacement. Mais quelle est la différence avec l'heure supplémentaire ? En quoi est-ce plus intéressant ? D'abord, l'heure supplémentaire n'est pas qualifiée d'heure supplémentaire de remplacement. On fait tout et rien, si je puis dire, avec des heures supplémentaires. Là, c'est une heure bien spécifique et l'heure supplémentaire n'entre pas en compte pour la retraite. Le deuxième point du projet, c'est que le pacte enseignant, qui, je dois dire pour moi, manque d'ambition et d'originalité, pardonnez-moi. Je vous en prie, sur les heures sur les heures de remplacement. Oui, le remplacement, c'est pas une heure, mais peut se baser sur la demi-journée.
C'est-à-dire que chaque enseignant a 2 ou 3 demi-journées de libre dans la semaine sur l'année scolaire. Là, l'enseignant, en accord chef d'établissement, dirait mais je suis disponible telle demi-journée sans que ce soit une permanence dans l'établissement pour assurer le remplacement. Soit 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. Je dis avec l'intérêt de la création de l'heure d'enseignement de remplacement. Et je terminerai en disant, vous parliez de différentes matières, pourquoi ne pas recréer la bivalence pour les remplacements. Et je dis toujours, à l'intérieur de l'établissement, avec les enseignants de l'établissement, on ne fait pas appel à d'autres remplaçants, dont une bivalence, histoire, géographie, français, maths, physique, etc. J'entends. Pour que ceux qui nous rejoignent, donc le pacte enseignant qui donc assure un remplacement de courte durée, ils doivent effectuer environ 18 heures de remplacement au cours de l'année scolaire avec, je crois, une indemnité qui correspondante à 1 250 €. Ça me donne l'occasion de parler de manière plus élargie de toutes les réformes et mesures qui ont été proposées effectivement dans l'enseignement. Est-ce que, Juliette Beaufour, vous avez des chiffres qui sont assez marquants sur ce sujet. Comment sont perçues justement les différentes réformes par les enseignants aujourd'hui ? Alors, pas très bien, mais pour autant, il y a un peu de contexte, je pense, à apporter autour de ces nouveaux modes de recrutement, notamment quand on fait appel à des contractuels. Souvent formés sous 4 jours. Exactement. Ouais. Et c'est principalement ça qui est remis en cause, puisque, en effet, on a... alors, j'ai plus exactement les chiffres sous les yeux, mais... plus de 80% des enseignants qui se disent contre ce nouveau mode de recrutement. Et, 86%. 86%, c'est ça, et un peu plus de la majorité également sur le grand public qui est plutôt contre aussi ce type de mesures. Mais en fait, si on regarde de plus près, ce qui est généralement remis en cause, c'est peut-être plus la méthode, donc en effet de manière très accélérée, et ensuite les compétences requises qui seront peut-être un peu dégradées pour finalement pallier à des absences importantes, donc en volume, et donc on réagit un peu dans l'urgence, et au bout du compte, on dégrade un petit peu le niveau des enseignants. Donc c'est plus ça qui pose problème que le fait d'avoir recours à des contractuels en tant que tels, puisque finalement on a quand même besoin de cette souplesse. Ça montre aussi que le métier d'enseignant attire toujours, puisqu'on a quand même des gens qui se présentent sur ce type de fonction-là, et ça permet de soulager quand même un certain nombre d'enseignants au quotidien dans leur exercice. Comment on explique quand même ce chiffre, 48% des enseignants pensent que la plupart des réformes de l'éducation nationale proposées par le gouvernement actuel vont dans le bon sens, c'est-à-dire seulement 48%, ou c'est pas si mal 48%, parce qu'on sait que les Français en général sont toujours réfractaires, donc on pourrait se réjouir finalement des 48%. Comment on interprète ce chiffre ? Alors, on l'interprète dans un sens où c'est déjà un pas en avant, ça permet de pouvoir ouvrir le débat, et ça, aujourd'hui, c'est possible parce qu'il y a une plus grande transparence sur la réalité du terrain, sur comment se sentent les enseignants, sur des moyens de prendre la parole aussi sur les réseaux sociaux, sur les fameuses études maintenant qui sont faites même à un niveau international comme le PISA. Donc aujourd'hui, c'est possible, et donc on voit que le gouvernement prend des mesures sur la revalorisation des salaires, sur notamment, et là récemment, le rapport sénatorial qui propose 38 propositions pour remédier aux violences à l'école. Enfin voilà, donc il y a des choses qui se passent, et je pense que c'est ce que reflètent ces 48%. Néanmoins, voilà, c'est pas suffisant, et il y a encore un long chemin à faire pour réconcilier les deux mondes. Gérard Pignol, si vous étiez encore aujourd'hui chef d'établissement, principal de collège, est-ce que vous auriez recours justement aux contractuels, donc formés sous 4 jours ? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme on a entendu à l'instant, c'est une nécessité. Et les contractuels, vous savez, ont beaucoup de mérite, je dirais, et ont bien souvent toutes les qualités pour effectuer le remplacement. Quand on parle, et c'est la dernière question, parce qu'évidemment le temps presse, j'en suis désolée, mais le groupe de niveau, qui est une nouvelle mesure effectivement portée par le gouvernement, elle est très décriée pour certains et saluée pour d'autres. J'aimerais effectivement à la fois votre perception via ce sondage, Juliette, mais d'abord j'aimerais, Gérard Pignol, votre point de vue sur les groupes de niveau. Alors, pour tout vous dire, je suis très attaché à la notion de classe. Donc, j'émettrai des réserves en ce qui concerne les groupes de niveau. Et puis, je trouve que les propositions sont incomplètes. Je vais vous donner un exemple très précis. On parle des mathématiques et du français. Que fait-on de l'anglais ? Vous avez des élèves qui, en 6e, ont déjà des difficultés pour l'anglais et qui arrivent en 3e
avec les mêmes difficultés. Et puis, je suis beaucoup plus partisan de soutien ponctuel par rapport aux difficultés des élèves. Puisque les groupes de niveau, franchement, ça peut poser problème. Encore faut-il trouver les bonnes personnes pour pouvoir justement apporter ce soutien ponctuel dont vous parlez. Ce n'est pas évident. Un dernier point justement donc, sur les groupes de niveau. Comment c'est perçu? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a une grosse part, donc à nouveau plus de 80% des enseignants qui se sentent en désaccord avec la hiérarchie, avec les réformes, et que parmi les actions prioritaires à mettre en place pour l'avenir, on voudrait, pour 35% des enseignants interrogés, ralentir le rythme des réformes. Donc ça pourrait aller en contradiction finalement avec cette attente de juste faire mieux avec ce qu'on a déjà en matière d'organisation notamment, ou même d'écoute simplement, ou de plus de considération vis-à-vis des enseignants. Maintenant, à proprement parler, ça peut aussi répondre à une aspiration des enseignants qui voudraient avoir un peu plus de temps à consacrer à des élèves sur un plan plus individuel aussi. Merci mille fois d'avoir été sur ce plateau. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Marjolaine Solaro. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes autrice de ce magnifique livre « Dans l'obscurité scintillent les fragiles étoiles », sorti aux éditions de l'Archipel. Un livre qui raconte l'histoire de Stérène et Solal, élèves en classe de 3e. Un livre qui traite de beaucoup de sujets qui sont malheureusement encore tabous ou à peine évoqués aujourd'hui. Bien sûr, la santé mentale des jeunes, évidemment le harcèlement, et puis le suicide, la mort et le deuil qui vient après. Pour écrire ce livre, vous vous êtes inspiré et bien aussi de moments de votre vie, puis ça a fait ressurgir des choses de l'enfance, on va en parler. Je vous cite, « En novembre 2021, une camarade de classe de mon fils s'est suicidée. Elle avait seulement 14 ans. Ce drame, même s'il n'était pas le mien, a provoqué une déflagration qui est venue réveiller d'anciens souvenirs, mais aussi me questionner sur le présent et le futur. » Oui, tout à fait. Ça a vraiment été, c'est vraiment le mot, une déflagration. Et je pense que c'est pour toute une communauté, en fait, que ça se joue, pas seulement pour l'entourage proche. Et moi, ça m'a vraiment ramenée à ma propre adolescence. Je suis maman de 3 enfants, donc 2 adolescents, dont 2 adolescents. Et je me suis interrogée sur la porosité aussi entre le monde des adolescents, le monde des adultes. Qu'est-ce qu'on laisse passer, qu'est-ce qu'on laisse filtrer en famille ou quand on a des relations en tant qu'adulte avec les adolescents, des discussions, et essayer de comprendre à quel point en fait on est à des milliers de kilomètres les uns des autres, et essayer de comprendre comment on peut faire des ponts aussi. Et justement, ces sujets sont tellement délicats qui sont souvent difficiles à aborder. Oui, difficile parce qu'on ne sait pas comment prendre les choses, on ne sait pas comment aborder ces thèmes-là, on ne sait pas si on va être indélicat, si au contraire on va susciter des craintes inutiles, ou alors s'il faut justement libérer une parole. Et c'est aussi l'objet de ce livre qui est merveilleux. Je raconte, je vais le pitcher en quelques lignes, mais il faut le lire surtout. Solal est un adolescent donc, qui mène sa petite vie tranquille de collégien, sauf que bon, il a sauté quand même une classe, donc il a quelques prédispositions. Il ne fait pas trop attention à ce que peuvent faire ou penser ce qu'on appelle les populaires, entre guillemets, de son établissement, les popus. Et c'est un sujet qu'on aborde peu, effectivement, ce thème-là. Ceux qui prennent de la place, ceux qui font des vagues. Ces luttes de popularité, quelque part, dans l'école, au sein des établissements. Oui, et je crois que ça, c'est toute génération confondue. On a connu ça. Il y a ceux qui sont populaires, ceux qu'on regarde avec les grands yeux. On ne sait pas si on a envie d'en être ou pas. Et il y a aussi, même entre ados, en fait, des mondes qui ne vont pas forcément se mélanger, et toutes ces séparations en fait ça génère aussi forcément le harcèlement. C'est ça, c'est un début de harcèlement, c'est-à-dire qu'en fait dans la popularité naît forcément l'isolement pour certains, ou en tout cas la pression de cette popularité. Chez les popus, vous dites, les souffres-douleurs semblaient tourner et chacun devenait victime ou bourreau à son tour. Le fait de se moquer pour rire finalement de l'autre est très présent chez les jeunes aujourd'hui. On le voit encore plus avec les réseaux sociaux, mais même dans les cours d'école. Oui, et puis c'est vrai que souvent on parle des enfants qui sont harcelés, mais il y a les enfants qui sont harceleurs aussi.
Et on se rend compte que ça peut aussi, on peut très vite passer de harcelé à harceleur et vice-versa en fait. Et souvent, on s'inquiète du harcèlement quand nos propres enfants sont harcelés, moins finalement quand ils sont harceleurs. Beaucoup de formes de harcèlement sont connues. Une scène que vous relatez, le livre commence d'ailleurs par cette scène, une scène de spectacle de fin d'année au collège. Solal entend des mots de camarades de 3e. Il y a la pute de 4e au dernier rang, elle est bonne. Regarde sa manière de bouger. Elle doit avoir chaud, là. Elle est beaucoup trop habillée, regarde. Steren a été victime aussi de revenge porn, ce qu'on appelle le revenge porn. Dans mon livre, on ne sait même pas forcément qui envoie ces photos, parce qu'il y a des photos dénudées, mais dans le livre, on ne sait pas comment ça se passe. Et je crois que c'est vraiment ça, en fait. Il y a tout un flou, tout ce qu'on ne sait pas, nous, en tant qu'adultes, de la vie de nos adolescents. Et on peut s'imaginer que tout va bien, que tout est bien rangé, bien à sa place. Et c'est plus des enfants, c'est pas des adultes. Et il y a toute cette zone un peu grise. Et évidemment, nous, en tant qu'adultes, on n'a pas besoin de tout savoir, mais il faut... Ce qui est vraiment important, je trouve, c'est leur passer ce message qu'ils peuvent demander de l'aide quand il y en a besoin. Voilà. Et là, dans le sujet, dans le thème du livre, c'est à quel moment ils n'ont pas osé, en fait, tous autant qu'ils étaient, tirer la sonnette d'alarme. Oui, on va y venir. Je continue pour l'histoire qui progresse et qui progresse véritablement et de manière dramatique, donc vers le suicide. Le lendemain du 11 novembre, les parents de Steren, les parents de Solal lui apprennent que Steren s'est suicidé. Et je vous cite, il voulait faire marche arrière. Il suppliait tous les dieux de lui laisser remonter le temps. Quelques minutes plus tôt, il s'amusait avec Célia, donc qui est sa sœur, dans la salle de bain. Cette joie serait la toute dernière de son enfance, à posséder cette insouciance. Toute celle qu'il la ressentirait ensuite n'aurait plus cette pureté. Il y aurait à tout jamais dans sa vie un avant et un après. C'est ce sentiment aussi de se dire, voilà, le temps s'est arrêté. Et il s'est arrêté à l'âge de 14 ans. Mais je crois qu'on a tous, au moment de notre vie où on nous annonce un deuil, on nous annonce, un décès, ce moment où on se dit, mais il y a une minute, je ne le savais pas, et c'était encore quelque chose d'impossible, et finalement, quand on l'apprend, il y a quelque chose d'irrémédiable. Et quand on doit faire face au deuil à cet âge-là, j'ai pas envie de dire qu'il y a une cassure parce qu'on est très résilient aussi, mais il y a quelque chose qui change. Et moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter moi-même durant mon adolescence, en fait, des deuils très, très brutaux, très, très rapprochés, de 2 personnes très jeunes. Et il y a une sorte d'incrédulité et en même temps, on sait qu'il va falloir affronter les choses. Et quand ça se passe à cet âge-là, il y a aussi quelque chose qui se construit avec ça. Le deuil adolescent, c'est quelque chose qui devient une sorte de pierre fondatrice et on ne peut pas s'empêcher plus tard, c'est forcément quelque chose qui va revenir et qu'il va falloir regarder en face parce qu'on n'est pas forcément capable de l'affronter quand on a 14, 15, 16 ans. Oui, c'est ça, c'est l'incrédulité et puis aussi la culpabilité, c'est-à-dire de se dire mais pourquoi je n'ai pas réussi à la sauver. Ils étaient amis, Solal et Steren, je reprends encore une fois, bien sûr. Et bien évidemment ce livre, mais on comprend bien que c'est des choses que vous avez vécues, que d'autres bien sûr ont pu vivre, c'est-à-dire de se dire... l'étonnement, la stupéfaction de cet acte. D'ailleurs, je reprends pareil, beaucoup pleuraient au grand étonnement de Solal. La plupart d'entre eux n'avaient jamais adressé la parole à Steren. Et pourtant, tout le monde a été complètement pris par l'émotion, par la situation. Où étaient-ils tous quand elle se faisait harceler et moquer il y a quelques mois ? Ils hurlaient avec la meute et la pointaient du doigt. Oui. C'est des moments, effectivement, qu'on imagine très bien, cet enfant désemparé, en se disant mais ils l'ont laissé se suicider et pour autant, aujourd'hui, il la pleure. C'est ça. Et je crois qu'on se rend pas forcément compte, en fait, du mal que ça peut faire, le harcèlement de meute, comme ça. On n'a pas conscience, en fait, de ce que ça peut être quand on fait partie, justement, aussi de la majorité silencieuse. Et ça, pareil, c'est toute génération confondue. On a tous vu des gens se faire harceler dans nos classes. Et parfois, on y a participé ou parfois, on n'a rien dit. Et finalement,
c'est une situation qui laisse la place à la culpabilité forcément, quoi. Avec tous les drames qu'on a connus depuis quelques années, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore imaginer, et aussi grâce évidemment aux histoires que vous écrivez et à tous vos confrères, est-ce qu'encore aujourd'hui on peut faire la sourde oreille par rapport à ça et se dire on n'y croit pas, on ne peut pas imaginer que ça puisse arriver? Alors j'ai l'impression qu'il y a une idée un peu préconçue de se dire si on parle du suicide, on va donner des idées aux gens. On va donner des idées aux enfants, si on leur parle du suicide, aux ados, ça va être une solution pour eux. En fait, je crois, et d'ailleurs les spécialistes de pédopsie soutiennent aussi cette position. Je crois qu'en fait, nommer les choses, en parler, ça permet de désamorcer énormément de choses. Et justement, le suicide, c'est quelque chose qui fait froid dans le dos à tout le monde, notamment quand on parle des ados. Et pourtant, il y a 13% des adolescents entre 11 et 14 ans qui ont eu des pensées suicidaires. Donc, c'est clairement, on en a tous croisé. Donc, je crois que nommer les choses, c'est déjà leur permettre en fait d'être exprimés. Et moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire avec ce livre, c'est d'offrir un outil qui permet d'ouvrir une discussion. Une autre discussion qui, évidemment, qui succède ce fameux suicide, c'est le deuil. On ne parle pas de ce thème-là souvent aux jeunes parce qu'ils sont rarement confrontés à la mort et pour autant, ils ont aussi un deuil à faire. C'est très compliqué, vous racontez. Joliment dit, on a peu de temps maintenant, mais quand Solal part chez sa grand-mère et qu'elle lui parle justement du deuil qu'elle a dû faire, elle, quand son mari est parti. Et tout d'un coup, il s'est raccroché, Solal. Et il dit, mais est-ce que ça te rend triste que je te parle de lui? Et sa grand-mère lui parle. Il dit, non, je ne suis pas triste. Non, non, pas comme avant en tout cas. Au début, je croyais que ma vie à moi, c'était fini. Elle aussi. Tu as 13 ans, imagine-toi que j'ai vécu près de 3 fois ton âge avec Christian, c'est quelque chose. Et elle raconte. Et elle raconte à quel point c'était puissant et elle raconte à quel point, petit à petit, elle a réappris à aimer et à vivre. Mais j'ai cette conviction que c'est le meilleur outil que l'on puisse utiliser, en fait, la discussion justement avec les ados, parce que ils sont dans leur monde, mais en fait, si on commence à discuter avec eux, si on les prend à la hauteur où ils sont et pas comme des enfants, justement, si on parle à leur intelligence, on parle à leur sensibilité, à leur émotionnel, en fait, on peut avoir des échanges qui sont très enrichissants et justement ce que je voulais, c'est que les personnages secondaires soient pas seulement à la périphérie, même si forcément ils le sont, à la périphérie de ce deuil, mais j'avais envie, qu'il y ait des échanges et de montrer que, toujours avec cette idée de parler des choses, de les nommer, en fait, on peut faire pas des merveilles, mais en tout cas, on peut avancer ensemble, en fait. Oui, se poser des questions toujours, libérer un maximum la parole. C'est ça. On peut effectivement parfois briser des sujets qui sont tabous, peut-être choquer, mais en tout cas, c'est toujours un bienfait de pouvoir libérer cette parole pour les enfants, tant que par les parents, parce que c'est une situation qui est extrêmement difficile aussi à vivre pour les parents. Oui, à mon sens, oui. Il ne faudrait pas qu'il y ait de sujets tabous, j'ai envie de dire, en tout cas sur toutes ces thématiques-là. Et en parler, ça amène aussi à réfléchir ensemble, en fait. Ça amène à désamorcer des situations. Par exemple, même quand on n'a pas réponse aux questions. Parce exactement. Pourquoi elle est partie, on n'a pas de réponse. Exactement. Et puis, par rapport aux réseaux sociaux aussi, justement, je trouve que c'est un univers qui est extrêmement opaque. Et quand les enfants rentrent chez eux, ils rentrent du collège. Quand ils ont un téléphone, en fait, ils amènent les soucis du collège à la maison, le harcèlement, les angoisses, tout ça. Et c'est des réflexions aussi qu'il faut avoir. L'utilisation du téléphone portable, comment, à quel âge, quelles sont les barrières, en tout cas les limites qu'on peut mettre en tant que parent, et toujours ouvrir la discussion sans être dans le punitif, mais en essayant de trouver ce qui convient à chaque âge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marjolaine Solaro. Je rappelle donc que le titre de votre livre, Dans l'obscurité scintillent les fragiles étoiles. C'est sorti aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. Merci à vous, Virginie. Au revoir. On va retrouver tout de suite Loïc Landreau pour sa chronique.
Loïc, aujourd'hui, vous voulez rendre hommage à un homme qui a marqué plusieurs générations d'écoliers, dont je fais partie, et jusqu'à aujourd'hui encore, le fameux créateur de la saga Dragon Ball, Akira Toriyama. C'est une icône du manga, un des créateurs les plus prolifiques et les plus respectés des 20e et 21e siècles, qui s'en est allé la semaine dernière à l'âge de 68 ans. Alors vous l'avez dit, et même s'il a fait bien d'autres choses, son œuvre majeure c'est Dragon Ball, sorti en 1984, et ses suites, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Et ce sont des franchises, c'est vrai, qui sont encore omniprésentes partout dans les établissements scolaires en France. Les trousses, les cartables, les cahiers, les vêtements, les petites cartes qu'on s'échange à la récréation. En fait, il suffit de regarder autour de soi un matin au portail de l'école pour voir que cet univers est encore partout. Et ça a été un petit séisme, c'est vrai, cette mort d'Akira Toriyama, parce que les millions, centaines de millions de fans ne s'y attendaient pas du tout. Sa mort, en fait, est assez inattendue et très soudaine. Vous allez le voir, Emmanuel Macron et Gabriel Attal lui ont d'ailleurs immédiatement rendu hommage, tout comme les voix françaises de l'animé. Regardez par exemple ce post Instagram de Brigitte Lecordier, c'est celle qui incarne le personnage de Son Goku depuis 40 ans, la voix historique. Elle a été vraiment très très touchée, vous allez le voir, très reconnaissante. Ce qu'il faut se rappeler, c'est tout ce qu'il nous a apporté, toutes ces grandes valeurs qu'on veut partager entre nous. Il faut continuer à faire vivre son œuvre éternellement. Merci Toriyama, merci pour tout ce que tu m'as apporté, merci pour tout ce que tu m'as donné, merci pour ces merveilleux personnages, merci pour ces belles valeurs, merci à toi pour cette belle vie que tu m'as fait partager et tu vas me manquer pour toujours. Je peux te dire aujourd'hui, nous sommes tous orphelins. Petite pointe d'émotion quand même, hein, Loïc. Oui, vous aviez 5 ans, non, quand Dragon Ball a été diffusé pour la première fois à la télévision française? Oui, vous voulez me mettre un petit coup de pelle. Effectivement, ça ne nous rajeunit pas. 2 mars 88 dans le Club Dorothée, pour ceux de ma génération qui s'en souviennent. Et ça avait créé à l'époque une énorme polémique, parce que c'est vrai que dans Dragon Ball, il y avait un peu de nudité, un peu de sexe parfois, des combats souvent violents et des personnages ensanglantés. Ce qui, à l'époque, avait ulcéré Ségolène Royal, qui était alors députée des Deux-Sèvres, et elle menait une croisade en fait contre tous ces dessins animés japonais qui étaient diffusés en France. Elle en avait même fait un livre, figurez-vous, et elle disait notamment ceci: dans les dessins animés et les séries japonaises, tout le monde se tape dessus, les bons, les méchants et même ceux qui ne sont rien, les figurants de la mort. Comment ne pas penser à tous ces gosses des banlieues, cloîtrés entre 4 murs de béton, privés de vacances et qui n'ont que la télévision pour rêver et pour s'évader, enfants abreuvés de violence, de laideur et de médiocrité. Ouais, même ça avait donné lieu à une vague de censure. Oui, parce que les producteurs français avaient coupé, en fait, après les actions de Ségolène Royal, les moments les plus dérangeants de ces mangas. Il faut avouer quand même que c'était une bonne idée, parce que pour les moins de 10 ans, il y avait vraiment des scènes qui étaient un peu choquantes. Je montre moi-même actuellement Dragon Ball Z à mon fils de 7 ans. Je lui cache les yeux de temps en temps, et d'ailleurs beaucoup trop. Quoi qu'il en soit, Akira Toriyama a permis à de nombreux enfants de se tourner vers la lecture. Et oui, parce que petit à petit, il a inspiré d'autres créateurs de mangas qu'on appelle les mangaka. Eux-mêmes ont d'ailleurs connu un succès énorme en France. Je pense à Naruto, One Piece, Détective Conan et bien d'autres. Et il faut savoir que les Français sont rapidement devenus les consommateurs numéro 1 de mangas au monde. Et le phénomène est tel qu'il a poussé les établissements scolaires à proposer ces œuvres au sein même des CDI, ainsi que des activités périscolaires de création de mangas dès l'école primaire depuis au moins une dizaine d'années. Alors, comment expliquer ce succès ininterrompu dans nos écoles? Je vous propose d'écouter l'analyse de Céline Luton, que vous connaissez forcément, puisqu'elle est chroniqueuse dans la quotidienne d'Emmanuel Davidenkoff, sur School TV, mais elle est aussi et surtout libraire jeunesse dans le 17e arrondissement de Paris. Alors l'une des principales raisons qui explique le succès de la série Dragon Ball, qui continue de nous surprendre 40 ans après son arrivée en France, le succès est toujours là, cette série dans tous les CDI des collèges, des lycéens, dans tous les rayons des librairies. Pourquoi ? Tout simplement avec son personnage de Son Goku qui représente toutes les valeurs auxquelles le lecteur va avoir envie de s'identifier, avec le dépassement de soi. Il est obstiné, têtu, naïf, il est drôle aussi. C'est vraiment un personnage auquel les jeunes lecteurs aiment s'attacher. On a souvent l'impression que le lecteur va aller vers une lecture facile, mais c'est faux. Au contraire, le manga n'est pas un sous-genre. Et au contraire, là, c'est une lecture qui rassemble et qui va faire se retrouver plusieurs générations.
Et oui, parce que comme vous, en fait, tous ceux qui ont découvert Dragon Ball en 84 quand c'est sorti, sont devenus maintenant parents et ils transmettent ce fameux manga à leurs enfants. C'est complètement transgénérationnel et Célie, comme Brigitte Lecordier tout à l'heure, on parlait de valeurs. Et moi, je voudrais vous expliquer ce qui me fait aimer son manga et pourquoi il me touche. C'est en fait le héros Sangoku tend toujours la main à ses ennemis. Dès son enfance, il doit affronter plein de personnages qui veulent l'éliminer et non seulement à chaque fois il devient plus fort et plus résilient, mais en plus il propose à certains d'entre eux de devenir ses compagnons de route. Et ça, je trouve que c'est peut-être ce qui rassemble le plus, tendre la main à ceux qui à la base nous veulent du mal et leur permettre une conversion du cœur. Bon, ça fait un petit peu grandiloquent comme ça, mais c'est vraiment la vérité. C'est très religieux en tout cas. C'est vrai, il y a un petit côté christique, mais c'est le cas en réalité. En tout cas, Akira Toriyama est mort, c'est vrai, mais son œuvre va encore continuer de vivre pour bien longtemps, notamment grâce à l'école qui est un écrin privilégié au vu du merchandising qui a été déployé depuis 40 ans et grâce donc aux mangas qui ont maintenant une place de choix dans tous les CDI de France et de Navarre. Merci beaucoup Loïc. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier avec son invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Vaïmalama Chavez. Bonjour Vaïmalama. Bonjour Malika. Après, je dirais Vaï. Oui. Question d'habitude. Je peux dire Malikoum? Bien sûr. Ou Koumi aussi, c'est mon autre surnom. Le grand public t'a découvert au mois de décembre 2018, quand tu as gagné Miss France. Depuis, tu as fait plein de choses. Tu as fait de la musique, déjà, avec un premier album. Même de la danse, avec Danse avec les stars. Tu es aussi très active sur les réseaux sociaux. Toi, aujourd'hui, tu te décrirais comment? C'est un peu compliqué parce que justement, il y a la casquette que Miss France m'a apportée. Donc, les gens m'identifient encore beaucoup en tant que Miss France. J'ai été chanteuse. J'ai été tourneuse aussi, puisque j'ai fait une petite tournée après avoir sorti l'album. Et aujourd'hui, il me semble que je suis un peu influenceuse, même si j'aimerais me caractériser davantage comme chanteuse et autrice pour les chansons que j'écris. Mais comme on n'y est pas encore tout à fait, je pense qu'il faut dire que je suis influenceuse. Tu es faite de toutes ces casquettes, en fait, surtout. Oui. Pas exclusivement influenceuse. Non, tout à fait. Et surtout sur Instagram, toi, tu as réussi à imposer ta touche. Tu trouves? Oui, c'est ton caractère, c'est ton tempérament. Il n'y a pas d'équivalent, quoi. C'est possible, aucune idée. Et aussi, dans les prochains mois, tu as un nouveau challenge. Oui. C'est Miss Bikini. Exact. C'est celui que je t'avais annoncé il y a quelques mois déjà. Et puis là, ça se concrétise. On est en mars. Une compétition de Miss Bikini Fitness qui aura lieu le 14 septembre. Donc, on est à je te laisse faire 9-6. C'est dans 6 mois. Ça vient de te mettre un petit coup de pression? C'est dans la moitié d'un an. Oui. Parce que qu'est-ce qui doit se passer? Ton corps doit se transformer pour l'occasion? Ouais. En gros, dans la période de préparation, il y a la période de prise de masse au cours de laquelle on va manger énormément pour donner ce dont nos muscles ont besoin pour grossir. Et puis la période de sèche, chez moi, qui va durer 5 mois. Donc dans 1 mois, je passe en sèche. Dans 2 mois. Où je vais devoir couper tout ce qui est sucre lent. Sucre tout court, déjà, c'est un peu mort. Tu as déjà un petit peu enlevé les sucres de ton, de ton alimentation, ouais. Et augmenter le cardio, que j'aime pas du tout. Mais heureusement, j'ai découvert un concept génial qui est la corde à sauter pour le cardio. C'est génial pour certains, pour d'autres, c'est horrible, mais j'ai la chance d'aimer ça. Et toi aussi? Moi, j'adore la corde à sauter. Tiens, d'ailleurs, c'est en thème avec l'école, ça aussi. De la corde à sauter dans la cour de récréation? T'as vu? Et du coup, tu t'entraînes aussi tous les jours? Et je m'entraîne tous les jours de la semaine, ouais, tout à fait. C'est sport. Hein. Les challenges, c'est quelque chose qui est important dans ta vie, de t'en mettre tout le temps des différents? J'ai l'impression que oui. Il y a eu Miss France, il y a ce concours. Ouais. Et là, tu te mets aussi un enjeu de résultat? Oui. De performance? J'aimerais bien faire un podium. Après, toutes les personnes qui vont participer à ce concours-là veulent aussi gagner. Donc, en soi, il y a combien de personnes? Tu auras combien de concurrents? Ça dépend. C'est la Coupe de France, encore donc on ne sait pas. Coupe de France? Ouais, t'as vu? Non, mais on passe directement à la Coupe de France. Il y a vraiment... Je sais pas quoi dire. C'est tout ou rien. Ça a toujours été ça. Donc, quitte à le faire, autant le faire pour Et si on veut te suivre, alors ça sera donc en septembre? En septembre, oui. Le 14 septembre. C'est à Paris? C'est à 20 minutes d'Aix-en-Provence. À 20 OK. On regardera ça de près. Là, on arrête de se projeter dans le futur. On fait un petit flashback. Déjà, tu as grandi où? À Tahiti. T'es née à Papeete? Ouais, tu le dis trop bien.
C'est vrai? Ouais. Non, parce que souvent les métropolitains ils disent papette. Mais non. J'ai entendu quand même. Oui, papette, c'est parfait. Ton enfance là-bas, c'était comment? C'était une enfance dans la nature, joyeuse, aussi joyeuse que celle qu'on peut attendre d'une fille qui grandit sur une île entourée de la montagne et de la mer, avec des parents séparés, donc deux éducations complètement différentes. D'un côté, avec mon papa qui est très conservateur des valeurs de la famille et tout, donc il m'a vite appris à faire le ménage, à cuisiner, passer la tondeuse, débroussailler, tout ça. Et vraiment entretenir la maison. Ouais. Mais toutes les tâches, pas que les tâches dites féminines. Non, mais le débroussailler, oui. Ça, ouais, je me retrouvais avec des cloques sur les mains et tout, tellement fallait balayer la cour. Enfin, voilà. Et de l'autre côté, il y avait ma mère qui voulait davantage que je me projette dans les études, dans l'avenir, dans le voyage, pour découvrir avec une ouverture d'esprit sur le monde qui était... pas très courante pour les Iliens, je m'en rends compte maintenant. Mais voilà, ça fait que ces deux éducations-là, différentes et complémentaires, ont fait que j'avais la chance d'avoir tout le côté traditionnel de l'éducation de mon papa et de l'autre côté un peu plus ouvert. Tu es une femme complète. Peut-être pas complète, mais disons avec des bases, disons, très polyvalentes. Et vous étiez dans une famille nombreuse? Oui. C'est la deuxième de 5 enfants? Oui, parce que ce sont des familles recomposées. À Tahiti, il y a ce que Nico, mon copain, appelle la première fournée. Donc, quand les parents ils ont entre 20 et 25 ans. Puis la deuxième fournée, quand ils ont autour de 35 ans. Donc, il y a de gros écarts d'âge. En gros, ma maman et mon papa, ils m'ont eu, puis ils se sont séparés. Ma mère... Toi, tu étais toute seule dans la première fournée, alors? Oui, dans la première fournée, je suis toute seule. Ma maman a eu une fille et un garçon avec mon beau-père qui avait déjà un fils. D'accord. Et mon papa a eu une fille avec ma belle-mère. Donc, tu avais quand même un rôle d'aîné? Plus ou moins. T'as pas senti les responsabilités? Ben non, puisqu'à chaque fois que ça commençait à devenir sérieux, je changeais de maison avec une garde partagée jusqu'à l'âge de 23 ans, je crois. Et tu t'entendais bien avec tous tes frères et sœurs? Oui. Aujourd'hui, moins, parce qu'ils ont l'âge d'être adolescents et de faire leur crise d'adolescence, mais... J'allais te demander, vous avez quel genre de relation? Avec ma sœur, côté papa, ça se passe très bien. On échange comme, disons, une communication très pudique, parce qu'on n'exprime pas souvent nos sentiments. Et dans la famille de ma mère, au contraire, je vais avoir, je trouve, plus de responsabilités envers mon frère et ma sœur, qui font des choses qui sont pour moi... pas en accord avec mes valeurs en tout cas, et donc je vais vraiment les pousser à faire des choses qui vont être bénéfiques pour eux. Mais toujours un lien? Mais toujours un lien, oui, toujours. Parce qu'il y a de la distance? C'est vrai. Donc je les appelle, je dirais peut-être une fois par mois. Des fois on s'écrit plus souvent qu'on s'appelle, mais oui, on garde le lien. Avec un décalage horaire aussi, quoi. Donc, oui, c'est pour ça qu'on s'appelle tous les matins ou tous les soirs. Enfin, le matin ou le soir. Et mon grand frère qui habite à Chartres. Ah, donc tu le vois? Oui, on se voit. C'est juste à côté de Paris. Oh c'est pas loin. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Vaïma Lama Chavez. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Et pour inverser la tendance, la Nuit du droit propose des conférences, des tables rondes, mais aussi des portes ouvertes pour rencontrer des magistrats. Des concours de plaidoirie sont aussi organisés. Et enfin, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les procès fictifs. Et c'est Sonia Palin qui a rendu possible le partenariat avec le lycée Jacques Amiot. Tout à fait. Présidente du tribunal judiciaire d'Auxerre jusqu'en juin dernier, elle a organisé et supervisé ce procès fictif. Un partenariat qui a pu prendre forme avec ce lycée puisque l'établissement propose une option droit. Ce sont donc 30 élèves de cette classe spécialisée qui ont été intégrés au projet, des auditions d'experts, aux réquisitions, en passant par les plaidoiries. Ils ont pu toucher à tout. Nicolas Guider, leur professeur d'histoire et de droit, a été chargé de concevoir le projet avec ses élèves. Il nous explique comment cela s'est passé. À cette occasion, les élèves ont pu déjà se frotter à la procédure pénale puisqu'il leur a été remis un dossier d'instruction anonymisé qu'ils ont eu à manipuler. Ils ont pu également travailler au contact de magistrats, d'avocats qui les ont accompagnés dans la rédaction de tous les éléments en fait, qui vont constituer la trame de l'audience, c'est-à-dire les réquisitions, les plaidoiries, les témoignages, les dépositions d'experts.
Et puis, ils ont eu aussi à se familiariser avec le raisonnement juridique, puisque l'affaire, en fait, met en jeu des qualifications pénales graves, en l'occurrence assassinat, tentative d'assassinat, et les élèves devaient démontrer si ces tentatives étaient effectivement constituées ou pas. Et donc, ça demandait déjà un certain niveau d'exigence en termes de raisonnement juridique. Et pour finir, ils ont eu aussi l'occasion unique de s'exercer à l'oralité de l'audience dans un contexte solennel, puisque c'était la salle d'audience principale du tribunal judiciaire d'Auxerre. Pour l'occasion, on leur a prêté des robes d'avocat, des robes de magistrat. Donc voilà, c'était vraiment un exercice grandeur nature. Vous nous rappelez comment est née l'idée ? La liberté a une place à part en Normandie parce que c'est de là qu'elle est arrivée le 6 juin 1944. On va fêter cette année le 80e anniversaire du débarquement. Les vétérans vieillissent, meurent les uns après les autres, il n'en reste plus beaucoup. Et donc on a voulu créer quelque chose qui fasse le lien entre leur action physique, militaire en 1944 pour apporter la liberté et tout ce qu'ils ont continué à faire et le message qu'ils ont apporté le 6 juin 1944, que ce message soit encore porté aujourd'hui et après eux. C'est une crainte qu'ils ont et après nous, comment on va savoir ce qu'on a fait et comment on va défendre la liberté. Donc on veut continuer à porter leur message en Normandie, en France et dans le monde entier, partant de chez nous, avec eux. 3 anciens vétérans sont les parrains de ce prix. On fait le lien vraiment avec tout ça pour que la jeunesse puisse s'exprimer. 15-25 ans, vous l'avez dit. Y avoir assisté de temps en temps, ils viennent parfois et les rencontres sont bouleversantes. Et quand on voit, il y a toujours un des parrains qui est encore vivant, Charles Norman Shea, qui est américain, qui faisait partie de la première vague à Omaha, la pire, qui est subi des combats et qui continue à se battre. Il a 100 ans et il vient et là, au 80e, on aura de ses camarades qui viendront des États-Unis. C'est très important de transmettre. Ouais. Je voulais vous parler de la conférence nationale sur le handicap qui a fait suite aussi à la stratégie nationale pour l'autisme, la stratégie nationale 2023-2027 pour la prise en charge des personnes neuroatypiques se met en place. Elle a pris notamment 6 engagements. Parmi eux, l'un est dédié à la scolarisation des enfants ayant des troubles du neurodéveloppement, parce qu'en fait, c'est absolument essentiel pour leur scolarisation, pour leur développement aussi. Oui, tout à fait. En fait, cette stratégie-là, justement, c'est quelque chose qui était demandé depuis longtemps. De longue date. Il y a énormément de choses à faire en France. On est quand même assez en retard sur tous ces sujets-là. Pourquoi ? Alors, je pense qu'il y a déjà le principe de l'école de la République qui a été aussi toujours, depuis sa création, de préparer en fait les enfants par rapport à une égalité, par rapport à quelque chose qui, là encore, dans cette norme-là, en fait, de donner l'égalité des chances pour tous, pour toutes, et donc faire aussi de la même façon, et donc dans quelque chose d'extrêmement cadré. Encore une fois, quand on diffère un peu de cette norme-là, qu'on a des modes d'apprentissage qui ne sont pas pareils, c'est des méthodes qu'on ne peut pas appliquer de cette façon-là. Donc en voulant créer cette égalité, cette façon de faire au global, ça peut d'autant plus faire sortir des inégalités. Et puis aussi, et on en parle malheureusement beaucoup actuellement à l'école, les questions du harcèlement, les questions de ces choses-là qui sont d'autant plus fortes quand en face on a quelqu'un qui encore une fois, et les enfants aussi le ressentent, même intuitivement, ce côté-là, la personne ne se rend pas compte, l'enfant ne se rend pas compte de cette différence concrètement, mais est mis à part parce qu'il y a des choses comme ça, de l'ordre parfois même du social ou de la façon d'être, qui fait que ça va stigmatiser. Et donc, potentiellement, beaucoup plus de harcèlement aussi sur ces populations-là. Et dans Lyon, vous mettez l'accent aussi sur l'éducation à la citoyenneté, avec notamment les journées citoyennes. Oui, alors ça c'est vraiment, notre cheval de bataille, c'est qu'on s'est rendu compte, vous connaissez qu'il y a une désaffection, pas seulement des collégiens, mais je veux dire de la majorité des habitants sur la chose publique. Donc l'objectif était vraiment de sensibiliser des collégiens au fonctionnement de la collectivité. Qu'est-ce qu'un département ? Voilà, qu'est-ce qu'une région, qu'est-ce qu'une mairie, quelles sont les compétences. Et c'est ce qu'ils apprennent dans ces journées citoyennes ? C'est ce qu'ils apprennent dans ces journées citoyennes. On pourra revenir sur une journée type, j'allais dire. Mais l'idée est vraiment de sensibiliser nos élèves au fonctionnement de la collectivité. Encore une fois, le département a telle compétence, les solidarités, les routes, Pourquoi les c'est collèges. Important ? C'est important parce que c'est ce que j'évoquais un petit peu en préambule. On se rend compte que
les compétences des collectivités ne sont pas forcément connues de nos élèves. Donc il y a un travail en amont qui est réalisé avec ou les profs d'histoire, ou avec le CPE, ou avec les principaux de collège, où les élèves viennent dans la salle des séances, au département, à Auxerre, et préparent en amont un certain nombre de questions et posent des questions sans tabou aux élus. Donc ça peut être le président du département, ça peut être moi-même, ça peut être les collègues du département. Alors des questions très concrètes, hein, voilà. Pourquoi vous êtes engagé en politique? Vous gagnez combien? Est-ce que vous entendez bien entre collègues? Pourquoi vous avez fait ce métier? Le dispositif du prix Liberté, c'est un dispositif très ambitieux à multiples échelles. La première phase, c'est la phase de collecte des candidats potentiels au prix. Comment ça se passe? Eh ben, c'est spontané. On lance à la fin de l'année, moment de Noël, au mois de novembre jusqu'au mois de janvier. Chacun peut envoyer un dossier en disant pour moi, c'est un tel ou telle organisation qui défend le mieux le combat pour la liberté. Chacun dans le monde entier? Tout le monde dans le monde entier peut le faire. Il faut que ce soit quelqu'un de vivant. Envoie un petit dossier sur Internet, sur le site de la région Normandie, avec 3-4 lignes de motivation, et on collecte tout ça, et on regarde, on trie ensuite tous les doublons, et c'est soumis à un jury international que vous avez eu l'honneur de présider il y a présidé en 2020. Qui est toujours je vous en dirai deux mots, parce que c'est un moment très émouvant. C'est aussi pour ça que je sais que ça marche bien, le prix Liberté. Je l'ai vu de l'intérieur, je l'ai testé. 2182 jeunes, je crois, dans le monde ont adressé leurs propositions cette année sur le site du prix Liberté. Il y a aussi un gros travail qui est fait tout au long de l'année dans un certain nombre d'établissements scolaires. Et ça, c'est très important. C'est pas juste, on recueille des noms, un jury se réunit, c'est que ça vous sert à quelque chose au plan pédagogique. On fait un plan pédagogique, on peut faire des événements, on a d'autres dispositifs comme ça où on travaille tout au long de l'année, parce qu'on peut le faire de l'émotionnel pur, ou on peut faire du show pur, et on veut vraiment les faire travailler, les faire réfléchir. Donc il y a plein de choses qui se passent tout au long de l'année. Il y a des opérations de vote, il y a des rencontres citoyennes avec des grands témoins qui viennent pour des anciens lauréats du prix, ou des reporters de guerre, ou d'autres personnes agissant pour la liberté, pour présenter leur rôle et qu'est-ce que le combat pour la liberté aujourd'hui dans tous les établissements, pour qu'ils puissent réfléchir et voter. Et on fait aussi travailler et réfléchir sur la liberté par d'autres moyens. Il y a un trophée qui est remis symboliquement aux lauréats le jour du prix. Il est fabriqué par des élèves normands d'un lycée professionnel. Voilà. On n'a pas forcément l'envie de se mettre derrière un papier ou un ordinateur à dire « pour moi la liberté c'est tel ou tel sujet », mais on peut réfléchir avec ses mains à faire un trophée avec très souvent une force de réflexion qui est très impressionnante des jeunes pour remettre symboliquement le trophée. Il est différent à chaque fois, c'est un lycée différent à chaque fois. Ce sont des Normands là aussi qui travaillent, des jeunes qui réfléchissent à leur façon à la liberté. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Le son, Michael Fristo. Le maquillage, c'est Julie Ordner. Et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation.